Comment retranscrire la vie d'une autre sous forme de bande dessinée ? Comment recueillir les confidences d'une personnalité hors du commun pour les transformer en récits sans trahir sa parole ? En quoi raconter le parcours d'une autre peut-il modifier notre point de vue et impacter notre existence ? Dans ce podcast, on vous propose de partir à la rencontre de scénaristes de bande dessinée qui se sont confrontés à toutes ces interrogations. Je suis Camille Bichler et vous écoutez Mémoire en case. Pour cet épisode de podcast, on s'est rendu chez le scénariste de BD Jean-David Morvan. Ces dernières années, il s'est fait remarquer avec des BD plus réalistes et historiques. En 2022, il coécrit avec Madeleine Riffaut Madeleine résistante, qui a résisté pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu'elle était encore mineure. Les dessins de cet album sont signés Dominique Bertheil. J'ai été bouleversée par le destin de Madeleine, qui a aujourd'hui 98 ans. Cette femme a été capturée, torturée et condamnée à mort par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, avant de participer à la libération de Paris le 25 août 1944. Après la guerre, elle rencontre Vercors, Pablo Picasso, qui dessinera son portrait, et surtout Paul Éluard, avec qui elle nouera une formidable amitié. Impressionné par son talent littéraire, il l'encourage à écrire. Madeleine Riffaut devient alors journaliste, une journaliste engagée et anticolonialiste, lorsqu'elle couvre la guerre du Vietnam et la guerre d'Algérie. J'ai été surprise aussi de découvrir sa poigne, son aplomb, sa liberté de penser, son engagement, son féminisme revendiqué, à une époque où beaucoup de femmes étaient réduites au statut de mère au foyer. À partir des souvenirs de Madeleine, Jean-David a transposé son témoignage direct pour faire connaître cette héroïne incroyable. On s'est rendu chez Jean-David Morvan, à Paris, où il vit la moitié de l'année. Il m'a donné rendez-vous dans le quartier du Marais, dans une rue très calme. Un bel immeuble en pierre blanche qui date du XVe siècle, une grande porte bleue. C'est au 4e étage. Bonjour Jean-David Morvan. Bonjour, entrez, oui, c'est moi. C'est mon nom complet. Il y a Roger entre les deux. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer où on est ici ? Ah ouais, on est à moitié chez moi, mais surtout chez Madeleine. Chez Madeleine Riffaut. C'est son appartement où elle habitait avant, qui lui appartient toujours. Et j'ai la chance de pouvoir dormir ici quand je suis chez elle. Parce que j'habite pas à Paris, j'habite à Reims, moi. Et donc, quand je viens la voir, j'habite ici. Et c'est ici que vous travaillez alors ? Oui, ça m'arrive de travailler. Je travaille aussi beaucoup à l'étage inférieur avec elle sur la discussion. Mais quand je dois écrire des pages, oui, c'est juste à côté. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi cet endroit vous ressemble ? Parce que vous y passez la moitié de l'année, du coup, à Paris. Il me ressemble parce que je suis en train de devenir tout doucement Madeleine Riffaut, en fait. Donc, comme il ressemble à Madeleine, ça me ressemble finalement. Surtout pour écrire l'album de Madeleine. Là, je suis vraiment dans son monde, puisque c'est vraiment là qu'elle habitait. Donc, il y a les tentures, il y a sa photo quand elle était enfant avec ses grands-parents. Il y a toutes les archives à côté avec les lettres de tous ses amis, dont certains très célèbres. Il y a tous les livres, il y a tout est là, en fait. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu cet endroit ? Oh oui, ici on est dans la grande salle qui est sous les toits, en soupente, qui est vraiment son petit monde. Ici on peut voir, il y a l'hôtel aux ancêtres, puisqu'elle a vraiment une culture semi-vietnamienne, vu qu'elle a habité longtemps au Vietnam, qu'elle a eu un mari vietnamien, etc. pendant la guerre. Et puis après, il y a plein de souvenirs. On voit son agra, qui est son système d'enregistrement pendant la guerre du Vietnam, qu'elle se baladait. Correspondante de guerre. Bien sûr, elle a été ça pendant longtemps. Il y a des posters de tous ses amis, Abidine, il y a des dessins de Picasso, mais je le dis à tout le monde, c'est plus des originaux, parce qu'elle s'est souvent faite cambrioler pour ça. Donc, elle les a plus là. Et puis là, il y a le diplôme de son grand-père de paysan, parce qu'elle vient vraiment de paysan. Son grand-père était paysan, ses parents étaient instituteurs, et elle est devenue journaliste, écrivain. Donc, c'est une sorte d'avancée sociale, on va dire. On s'est installé au milieu de la salle principale de cet appartement, sous les toits de Paris, où s'entassent les souvenirs de Madeleine. On s'est assis sur un petit canapé en bois, entre les cartons de photos de voyage et de reportages de Madeleine, et sa vieille machine à écrire, sur laquelle elle a tapé ses livres et ses articles. C'est là que j'ai demandé à Jean-David Morvan comment était né ce projet d'adapter la vie de Madeleine en BD.
J'ai vu Madeleine un jour dans un documentaire qui s'appelle Résistante au pluriel, dans lequel il y avait 3 résistantes, Marie-Jo Chombard-Delauve, Cécile Roll-Tanguy, qui sont des gens très importants de la résistance, et Madeleine Riffaut, qui n'est pas moins importante. Et j'ai eu un coup de cœur sur Madeleine, sur sa manière de répondre, sur son énergie qu'elle développait. J'ai compris après pourquoi, mais j'avais pas compris tout de suite pourquoi. J'ai compris que Madeleine, c'était un personnage que j'avais inventé il y a très longtemps, qui s'appelle Névis, dans une bande dessinée qui s'appelle Sillage, qui est une de mes séries de science-fiction, sans doute la plus connue. Et en fait, c'est elle. C'est-à-dire que j'ai découvert que mon personnage existait vraiment. C'est vraiment Névis, c'est vraiment le même caractère. Elle est anticolonialiste pareil, elle râle tout le temps. Elle a un besoin viscéral d'aider les opprimés. Et elle est à la fois idéologue, et quand elle se rend compte qu'elle fait fausse route, elle peut revenir en arrière. Donc il y a vraiment tout ça chez Madeleine, mais je ne l'avais pas conceptualisé à l'époque. Parce que des documentaires, j'en ai quand même vu quelques milliers et j'ai jamais appelé quelqu'un. Mais là, avec Madeleine, ça m'a semblé un peu obligatoire. J'ai vu ce documentaire et je me suis dit, mais en fait, il faut absolument que tu contactes cette dame parce que il y a encore des gens vivants et c'est sans doute la dernière chance que tu as de pouvoir les rencontrer et de travailler avec eux, ou en tout cas de t'entretenir avec eux pour dépasser un peu ce qu'il y a écrit dans les livres et de faire toi-même ta propre idée. Donc c'est pour ça que j'ai très vite contacté Madeleine, qui m'a envoyé chier comme de juste, c'est Madeleine. Et puis finalement, au bout de 2 semaines, elle m'a dit de venir quand même, et voilà, je suis toujours chez elle. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'elle a dit oui, vous pensez, pour adapter son histoire en bande dessinée? Il y a plusieurs choses, mais là, c'est vrai que la toute première fois que je l'ai eu au téléphone, quand elle m'a envoyé chier, elle m'a dit « Ouais, mais la bande dessinée, quand même, on m'aurait vraiment mise à toutes les sauces, c'est n'importe quoi, c'est pour les enfants. » Et donc, je lui ai un peu expliqué que maintenant, c'était pour tout le monde et que même si c'était pour les enfants, c'était pas très grave puisque c'est très fort de raconter ça aux enfants. Et elle-même, elle faisait des interventions dans les écoles pendant 20 ans puisque Raymond Aubrac lui avait demandé de le faire, enfin, lui avait ordonné de le faire alors qu'elle voulait pas le faire. Donc, c'était un peu le public visé. Mais bon, Madeleine, au début, c'est toujours comme ça. Donc, maintenant, je le sais, puisque il y a beaucoup de gens qui nous contactent pour parler avec Madeleine. Donc, je sais très bien comment ça se passe. Et puis, elle m'a dit, rappelez-moi la semaine prochaine. Et puis, j'étais, comme j'aime pas non plus prendre des fessées toutes les semaines, j'ai attendu une semaine supplémentaire. Et au bout de 15 jours, je l'ai rappelé. Et là, tout avait changé. Et elle m'a dit, j'ai eu au téléphone mon copain Georges Amat, qui est un réalisateur qui a fait, par exemple, Les 7 vies de Madeleine Riffaut, qui est sorti il y a 2 ans sur sa vie. Et elle m'a dit, Georges Amat, il m'a dit, mais non, mais Madeleine, je pensais pas qu'en vieillissant, tu deviendrais conne comme ça. Je t'ai quand même connue plus intelligente. La bande dessinée, c'est génial. C'est vraiment formidable. C'est super pour faire passer le message que tu veux faire passer et que Aubrac t'a demandé de faire passer, qui est « Je ne suis pas une victime, je suis un résistant. Je ne suis pas un martyr, je suis un combattant. » Donc c'est une manière de se voir soi-même quand il nous arrive des choses dures. C'est soit on se victimise, soit on résiste. Georges Amat lui a expliqué qu'en BD, c'était possible aujourd'hui, que le public était assez large et qu'il y avait plein de choses à raconter. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'elle a accepté. Je suis venu la voir, j'étais bien intimidé. Mais il paraît qu'elle aussi, elle m'a dit ça après. Donc, voilà, c'était bien. On s'est rencontrés et puis voilà, depuis, on se quitte plus. Il y a un truc qui s'est passé quoi, entre Madeleine et moi. Donc, c'est magique. J'avais déjà fait, je sais pas, 250 albums ou quelque chose comme ça. Et j'avais envie de continuer, mais surtout, j'avais envie de faire des choses différentes à chaque fois. Donc, j'ai jamais, moi, pris mon métier comme quelque chose de redondant. Il y a des scénaristes qui sont connus et reconnus pour faire toujours un peu la même chose. Moi, ça m'a toujours fait chier. Je me suis toujours dit que si je voulais faire la même chose, j'avais qu'à faire un métier comme plombier. Là, effectivement, je réparerais toujours les mêmes tuyaux. J'ai rien contre les plombiers, mais ce que je voulais faire, c'était pouvoir m'amuser dans un métier. Faire un jour une BD triste, le lendemain une BD marrante. Enfin, voilà, varier les plaisirs, on va dire. Et c'est vrai que ce témoignage-là de Madeleine, ça marquait une nouvelle étape dans mon travail. J'aurais jamais pu penser que ça allait nous amener à avoir le prix Goscinny l'année dernière avec Madeleine, ce qui est ma plus grande fierté. À la fois, j'étais un peu jaloux parce que moi, j'ai mis 30 ans à l'avoir et elle, dès son premier album, elle l'a eu. C'est un peu dégueulasse, mais bon, il faut reconnaître le talent où il est. Donc voilà, j'ai moins de talent que Madeleine. La spécificité de cette BD, Jean-David Morvan, c'est que vous la co-scénarisez avec Madeleine Riffaut, le personnage principal du scénario de votre BD. Comment s'est déroulée cette co-scénarisation et à quel moment Madeleine est-elle entrée dans le processus d'écriture ? Alors, Madeleine, elle est aveugle, je peux le dire maintenant, parce qu'elle l'a dit à la Croix dans une interview à la sortie du bouquin. Pendant très longtemps, elle ne voulait pas le dire, parce que Madeleine, elle n'a jamais voulu dire qu'elle n'était pas bien physiquement. Donc, finalement, elle l'a dit. Et donc, c'est là que ça devient complexe, c'est de faire une bande dessinée avec quelqu'un d'aveugle. C'est comment raconter une mémoire aveugle. C'est très complexe. Alors, la mémoire, elle est géniale. Enfin, c'est vraiment... c'est incroyable. Elle a une mémoire... Je pensais pas que c'était humain d'avoir une mémoire comme ça, mais c'est vraiment dingue parce que on peut me dire ouais, mais elle peut reconstruire la mémoire, raconter des histoires, mais en fait, comme moi, je la côtoie vraiment tous les jours,
je sais vraiment que sa mémoire, elle est parfaite sur beaucoup de choses. C'est-à-dire pas juste sur ce qu'elle raconte sur la guerre, etc. Mais quand elle me parle de quelqu'un qui vient de lui téléphoner, qu'elle a connu il y a 30 ans, que quand elle l'a connu, il habitait à tel endroit, elle se souvient de l'étage et de l'adresse du mec, qu'il avait un problème avec sa chaudière, que le mec de la chaudière, il devait venir le lundi, mais finalement, il était venu le jeudi, alors donc ça avait fui, et que le gars était dans la merde. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'elle reconstruit pas. Et donc, elle ressort les noms des gens comme ça, hyper naturellement. Donc, ça, c'est vraiment très impressionnant. Donc, ça commence par là. En fait, notre travail, il commence par là. Écouter Madeleine, discuter avec elle. Au début, c'est difficile de discuter avec Madeleine parce qu'elle a des choses à dire et elle les dit. Donc, moi, ça va. Je réussis de temps en temps à la couper pour la réorienter sur des choses. Avec le temps, j'y suis arrivé. Et donc, ça commence par là. Donc, j'ai des centaines d'heures d'enregistrement de Madeleine, ce qui revient à peu près à avoir aucun enregistrement de Madeleine, puisqu'on ne peut pas réécouter de toute façon des centaines d'heures. On ne peut pas retrouver, en tout cas, moi, je ne sais pas comment faire pour retrouver les moments où elle me parle de telle ou telle chose. Mais avec le temps, avec 4 ans et demi, presque 5 d'habitude, je connais son histoire presque comme elle, pas tout à fait, mais j'ai une petite case de la mémoire de Madeleine dans ma propre mémoire. J'ai l'impression de voir les choses tellement elle raconte bien. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, moi, j'écris les pages, les scènes, j'écris les bulles, enfin, j'écris tout, les textes. Chaque case, voilà, je définis ce qui se passe. Et après, je lui lis. Et au moment où je lui lis, pour le tome 2, par exemple, j'ai dû lui lire le scénario du tome 2 12, 15 fois. Et à chaque fois, on change des trucs. Elle me dit, ah là, le mot, il n'est pas très juste, on pourrait mettre ça plutôt. Ah, tu crois pas que cette scène-là, on devrait la mettre un peu avant, un peu après? Et donc, c'est en ça qu'elle est vraiment co-scénariste. Et on me disait au début, non, mais en fait, elle n'est pas vraiment co-scénariste. Elle t'a raconté son truc et maintenant, tu fais tout seul. Mais en fait, c'est pas vrai. Et c'est pour ça que c'était bien d'avoir ce prix à 2. C'est qu'elle est vraiment très co-scénariste. Elle est vraiment dans la narration. Mais je ne trouverais pas un meilleur scénariste que Madeleine. Elle a vraiment une manière de raconter les choses incroyable. Dans la BD, vous racontez donc son parcours de résistante et vous racontez aussi des faits marquants de sa vie de femme, des moments parfois dramatiques et très intimes, comme cette fois où elle s'est fait violer par le fils de son ancienne logeuse. Comment choisit-on les éléments saillants dans tout le flot de souvenirs que vous a raconté Madeleine pour raconter un témoignage en BD? Déjà, elle nous aide parce qu'elle sait très bien quelles sont les scènes fortes qu'il faut raconter. Cette histoire du viol, elle l'a pas raconté beaucoup. Je pense qu'elle c'est pas dans les autres livres. Donc, c'est aussi là qu'on a vu la confiance qu'elle avait en nous de raconter cette histoire et qu'on était capable de le faire et de le faire bien. C'était pas facile, mais c'était marquant. Il fallait absolument faire cette scène pour plein de raisons et aussi pour des raisons qui suivent, qui arriveront dans la BD plus tard. Donc c'est un élément déclencheur de quelque chose qu'on va revivre, enfin qu'on va faire évoluer au fil du temps. Et puis c'est important je pense, de parler de ça aussi parce que c'est Madeleine, ça peut, même si elle s'en fout, même si elle veut pas l'être, mais ça peut aussi être un modèle. Donc il y a aussi un côté comme ça où voir tout ce qu'elle a vécu et comment elle s'en est remise, c'est pas non plus totalement inutile et de faire comprendre que le mieux c'est que ça n'arrive plus et d'essayer de lutter pour que ça n'arrive pas. C'est pas facile, mais c'est aussi un modèle de résilience en même temps que tout ça. Donc c'était important de le voir, mais ça a aussi beaucoup influé sur sa vie sexuelle pendant toutes les années où elle a été en âge d'avoir une sexualité. Donc voilà, c'est un premier marqueur qui est hyper important dans la relation aux hommes qu'elle aura plus tard. C'est quelque chose de très fort. Et comme on veut raconter sa vie, ça fait partie de sa vie. On raconte pas que des choses de bataille ou de bagarre, etc. Le message, c'est comment elle va vivre une fois que ça s'est arrivé. Voilà. Mais pour montrer comment elle va vivre une fois que ça s'est arrivé, il faut montrer le moment trouver la manière de raconter le moment où c'est arrivé. Voilà. Donc on a cherché, ça c'est allé assez vite cela dit, mais ça c'est quelque chose que Madeleine m'a pas raconté. Enfin, elle m'a raconté la scène, mais elle m'a pas dit comment la raconter. Donc moi je connaissais la scène et c'est moi qui ai trouvé la mise en scène pour la raconter. Je l'ai écrite à Dominique qui l'a lui-même adaptée en dessin. Donc il faut trouver des manières de raconter ça qui soient forts et en même temps qui soient pas putassiers. Je pense qu'on peut utiliser ce mot-là. Et ce sera pareil au moment des tortures, etc. Ça, c'est comme un entraînement pour les tortures. On va avoir plusieurs pages de torture de la Gestapo, de ce qu'on appelle la torture en famille, puisqu'ils l'ont mise dans un coin de salle, comme elle voulait pas parler. Ils ont torturé des gens 24 heures sur 24 devant elle en lui disant mais alors... t'es pas gentil, t'aimes pas les enfants, parce que si t'aimais les enfants, tu nous dirais qui est ton chef de réseau et on arrêterait de lui casser les jambes et les bras avec une baramine. Donc tu devrais nous dire qui c'est. Tu devrais nous dire et comme ça on arrêterait. Évidemment, tout le monde sait bien que c'est pas vrai. De toute façon, ils auraient tué le gamin quand même. Et voilà. Donc, mais c'est quand même des choses qu'elle a vécues et en plus pendant plusieurs jours, ils l'ont complètement empêchée de dormir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle s'endormait, ils lui balançaient un seau d'eau dans la gueule froide pour la réveiller et qu'elle continue à avoir les tortures.
Donc, bon, les nazis, c'est les nazis. Hein. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il va falloir qu'on raconte. Et c'est vrai que cette espèce de première scène marquante du viol, il était important de trouver nous-mêmes, avec Dominique, le ton qu'on allait employer pour la raconter, parce que finalement, ça va nous donner le ton pour la suite aussi, de comment on raconte les choses. Donc, voilà, c'est important. Mais c'est une scène très importante de sa vie. De toute façon, elle est marquante pour toute sa vie amoureuse. Est-ce que vous pouvez me montrer votre bureau, là où vous travaillez? J'ai pas de bureau, je travaille sur mon lit. Donc c'est où votre lit? C'est là. Je l'ai pas fait, hein. J'ai même ma valise dessus. Voilà, c'est là mon bureau. Je me suis acheté une espèce de truc bizarre, là, une espèce de fauteuil qui se pose sur le lit avec un dos et puis des espèces de manchons pour poser les bras et pour poser l'ordinateur. J'ai mon petit bureau Ikea qui se pose sur mes genoux, qui est un petit truc voilà, que j'utilise toujours, même quand je suis chez moi, parce que chez moi, je travaille pas dans mon lit, mais sur mon canapé. Et voilà, c'est ça mon bureau. Et pourquoi vous préférez être allongé pour travailler dans votre lit plutôt qu'un bureau traditionnel, standard? J'ai aucune idée de pourquoi, mais je préfère. Voilà, j'ai le plus souvent fait comme ça. Je sais que Covin, le scénariste belge, il travaillait aussi dans son canapé, pareil. Donc ça m'a rassuré. Souvent, je travaille devant la télé. Mais là, il n'y a pas de télé. Moi, cela dit, c'est pas très grave. Et voilà, j'aime bien être dans un canapé. Je suis mieux installé, je suis calé, je bouge plus, et voilà. Et alors, tout à l'heure, je vous ai demandé en quoi cet endroit vous ressemblait. Du coup, vous nous l'avez dit, on est chez Madeleine, donc ça ressemble à Madeleine. Ouais. Mais est-ce que vous voulez être réapproprié ou est-ce que finalement, votre goût, à vous, votre univers de travail, il est en train un peu pas de fusionner avec celui de Madeleine, mais en tout cas de s'en imprégner de... Ah bah, quand je travaille sur Madeleine, il faut que je sois Madeleine, moi-même, pour pouvoir l'écrire. Donc il faut que je retrouve la manière qu'elle a de parler, et que je connais bien maintenant, hein, ça fait 5 ans quasi qu'on travaille ensemble, mais il faut que je retrouve tout ça, donc il faut que je sois Madeleine. Moi, quand je fais une bande dessinée, je ne suis plus moi, je suis le personnage que je suis en train d'écrire. Enfin, c'est un mélange des deux, on va dire. Et donc être chez Madeleine, pour moi, c'est vraiment très inspirant, voilà, c'est le mieux. Être là chez Madeleine, ça c'est unique. Et ici, dans cet appartement, de quoi vous vous êtes servi le plus pour travailler sur cette BD? Bah, des archives, hein, qui sont derrière la porte. Ça, on peut aller les voir? Ah, on peut aller les voir, ouais. Hop. Voilà, quand on arrive dans les archives, on voit des caisses, des dossiers, et puis il y a des portes. Il y a des portes en plexi, donc c'est pas très vieux, quoi. Enfin, pas très vieux, ça veut dire au moins 40 ans, mais c'est pas très vieux. Et finalement, ce qu'on voit là, c'est très peu de choses, mais si on commence à lire ce qu'il y a marqué sur les dossiers, articles sur le Vietnam... Très peu de choses, oui, il y a quand même... Les maquis Vietcong, voilà, il y a un truc sur Éluard, il y a un truc sur son ancêtre qui s'appelle Liron, et sur la résistance, la libération de Paris, les photos de Madeleine. Et donc, quand on fouille dans tout ça, et puis aussi un peu par là, on trouve plein de trésors, en fait. Et tous ces objets-là qui appartiennent à Madeleine et qui racontent son parcours de vie, comment ils vous nourrissent, vous, Jean-David Morvan? Ils vous nourrissent évidemment dans votre travail. Ouais. Et vous, en tant qu'homme qui vit ici, qu'est-ce que ça vous fait d'être entouré de tous ces objets-là qui finalement n'ont rien à voir avec votre vie, mais qui sont devenus votre vie? Bah ouais, moi j'ai une petite Madeleine dans ma tête, donc c'est vrai que quand j'ai une case Madeleine, et quand j'ouvre la case Madeleine dans mon cerveau, j'ai la vie... de Madeleine, je revois sa vie comme elle me la raconte bien, et que moi en plus j'ai une capacité d'imagination assez bonne. En fait, il y a des moments où je suis Madeleine Riffaut. Quand j'écris Madeleine, je suis Madeleine. Et toute cette documentation là, elle est Madeleine s'est débrouillée pour qu'elle reste avec nous ad vitam aeternam. Tant que nous on vivra, on aura cette documentation. Elle a trouvé que c'était important que ce soit nous qui la gardions pour faire le travail qu'on a encore à faire. Donc c'est aussi une belle preuve de confiance. Voilà. Jean-David Morvan, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la planche de cette bande dessinée qui cristallise le mieux le personnage de Madeleine Riffaut, si vous en avez une en tête? Et est-ce que vous pourriez nous la décrire? Dans le premier tome, c'était quand elle est au
au sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet, Dominique, il m'appelle un jour et il me dit « J'aimerais bien qu'on fasse une scène extérieure des bâtiments quand elle se balade dans la montagne et tout ça. » Donc je dis « Ah bah oui, c'est une bonne idée, mais j'ai pas d'exemple de Madeleine, elle m'a jamais raconté ça. » Donc je dis une balade, ouais, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir, peut-être on pourrait faire une avalanche et on pourrait parler de cette avalanche et j'ai fait tout un texte qui est une sorte de métaphore de la résistance où elle dit « J'ai toujours été impressionné par les flocons de neige parce que en fait, ils sont chacun une unité, mais quand ils tombent sur la montagne, ça fait comme un gros tapis. Mais un jour, un seul flocon de neige, il peut décider de créer une avalanche et en travaillant avec les autres qui sont autour de lui, finalement, en faisant grossir le groupe de flocons de neige, ils réussissent à faire une avalanche énorme alors qu'eux, ils sont tout petits. Donc, on a fait une sorte de métaphore comme ça de la résistance sans appuyer le truc, voilà, mais qui est un texte un peu poétique. Et on serrait les fesses quand on lui a lu parce que ça n'existe pas en fait dans sa vie. Et elle m'a dit ouais, c'est super, c'est bon, j'aurais pu l'écrire, donc on y va. Je pense que paradoxalement, c'est la scène qui n'existe pas dans sa vie et qui la représente le mieux, et c'est pour ça qu'on l'a faite, je pense. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment son envie à Madeleine d'être le maillon d'une chaîne, peut-être déclencheur, mais en tout cas, bon, elle est devenue lieutenant sous le feu, hein, au but de Chaumont le 23 août 1944, donc pour avoir arrêté un train d'Allemands et fait 80 prisonniers. Mais c'est ça, Madeleine, en fait. C'est dire, à la fois, elle fait les choses toute seule et elle décide pour elle-même, mais elle réussit à emmener beaucoup de gens avec elle. Et je pense que c'est ça, sa force, en fait. Et cette scène-là, elle raconte exactement ça. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre Madeleine Riffaut, le personnage que vous avez co-créé à trois, donc vous, Madeleine Riffaut et Dominique Bertheil, parce qu'il y a la vraie Madeleine Riffaut et il y a celle que vous avez réinventée à trois pour cette BD. C'est difficile de répondre à cette question parce que on essaye qu'elle soit vraiment le plus proche de la vraie Madeleine Riffaut, à la différence près que moi j'ai connu Madeleine, elle avait 93 ans et on la dessine à 8 ans. Donc, et on la dessine après à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans. Donc on est bien obligé de la réinventer. Et là, c'est pour ça que Dominique est vraiment très important, puisque en fait, il est obligé de poser des attitudes, de la faire vivre, de la faire bouger d'une manière particulière, qui est ça, Madeleine. Et en plus, Madeleine ne peut pas la valider, puisqu'elle ne peut pas voir les dessins. Donc on espère qu'elle est le plus juste possible. On a cette possibilité dans les textes et dans la manière de la faire parler, de la rapprocher le plus proche d'aujourd'hui. Mais ce qui est important aussi dans cette bande dessinée, c'est qu'on a pris un principe que j'avais jamais lu en BD. Et c'est ça ma force, c'est que je lis aussi beaucoup de bandes dessinées. C'est qu'on l'a fait tutoyer le lecteur. C'est-à-dire qu'en fait, quand on commence la bande dessinée, elle tutoie donc les gens directement dans les cases. En fait, il y a deux parties de la narration. Il y a une partie de ce qu'elle vit et en même temps, elle commente ce qu'elle a vécu en tant que personnage d'aujourd'hui. Et donc, elle dit « tu ». Donc, je pense que le lecteur pense au tout début, et c'est vrai que c'est à moi qu'elle est en train de parler, à moi le scénariste. Et au bout d'un moment, au bout de quelques bulles et quelques pavés de texte, je pense que le lecteur oublie que c'est à moi qu'elle parle. Et en fait, elle lui parle directement en le tutoyant. Et donc, il y a une espèce de proximité comme ça qui se crée. Et ça, c'est assez magique, mais c'est une intuition que j'ai eue dès le début. Et je l'ai senti comme ça. Parce que j'étais impressionné quand elle a commencé à me tutoyer. Au début, on se vouvoyait, puis à un moment, on s'est tutoyé. Ça m'a fait bizarre. Je me dis, je tutoie une sorte de légende comme ça, c'est bizarre. Et donc, c'est ce que j'ai voulu rendre au lecteur. Et donc, ce mélange-là entre ce qu'elle vit directement, ce qu'elle dit, les choses qu'elle dit dans les bulles, et en même temps le contrepoint de ce qu'elle raconte de cette histoire-là avec sa vision d'aujourd'hui, je pense qu'on a une Madeleine Riffaut assez cohérente et qui existe. Et c'est celle-là qu'on a réussi à créer. C'est à la fois elle à l'époque et à la fois elle aujourd'hui. Et en ayant ce petit jeu narratif-là, on réussit, je pense, à toucher quelque chose d'un peu spécial. Adapter un témoignage en scénario pour une bande dessinée, est-ce forcément trahir ce témoignage ? On essaye que non. Après, trahir, c'est toujours très complexe. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire trahir ? Moi, quand il y a une formule un peu toute faite qui dit adapter un livre, par exemple, c'est le trahir. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que c'est donner sa propre vision de la chose. C'est pour ça que au théâtre, en fait, il y a 100 metteurs en scène pour la même pièce et ils auront 100 points de vue différents. Donc pour moi, c'est plutôt donner mon point de vue sur la chose. Et avec Madeleine, c'est pareil, à la différence près que Madeleine est là. Donc il y a un moment où il faut garder l'esprit et concrétiser, agréger des scènes ensemble pour pouvoir raconter un événement ou plusieurs événements ensemble. Et ça, c'est trahir à la fois la réalité, mais en même temps, c'est rendre compte de la réalité telle qu'elle est dans un processus de narration. Quand on a une scène avec Madeleine qui à la fois tire sur des oiseaux
D'ailleurs, on a eu un problème avec cette scène parce qu'elle a dit « Ah ben non, c'est pas des perdrix, c'est des canards, il faut changer. » Donc Dominique a été changée. Elle dit « J'aurais jamais tiré sur des perdrix » ou l'inverse, je ne sais plus. Donc voilà, ça reste. Et en fait, d'abord, elle tire. Ensuite, on apprend qu'elle sait conduire une voiture. Et ils partent en vacances à Oradour-sur-Glane, qui est quand même un endroit important de la Seconde Guerre mondiale. Cette scène-là n'a pas existé en tant que telle. C'est-à-dire qu'elle a appris à tirer d'un côté, elle a aussi appris à conduire et elle allait en vacances à Oradour-sur-Glane. Mais on a fait une seule scène avec tout ça qui n'a pas existé, mais qui est en même temps la représentation exacte de la réalité de ce qu'elle a vécu. Les trois choses ont existé aussi. Donc c'est ça en fait. Est-ce que c'est trahir ? On pourrait me dire que c'est trahir puisque ça s'est pas passé au même moment, mais en même temps c'est pas trahir puisque c'est aussi la réalité. Et je peux pas faire 3 scènes différentes avec ça parce que je vais avoir un rythme de BD pourri et on va s'emmerder à la lire et ça n'ira pas. Donc trahir a un mot un peu fort et je pense que parfois changer le mode de narration c'est aussi s'approcher au plus près de la réalité. Est-ce que cette rencontre avec Madeleine Riffaut, elle vous a transformé, Jean-David Morvan ? Bien sûr, ça c'est évident. C'est évident. Je pourrais pas dire comment elle m'a transformé, c'est ça qui est difficile. Mais c'est évident, quoi. Bah, déjà, j'ai compris plus de choses sur le monde, sur la vie, sur ce qui s'est passé avant la guerre, après la guerre, sur les grèves des mineurs de 48, sur Madeleine, c'est un livre d'histoire vivante, donc elle a fait des reportages sur ça, elle est allée dans le Nord, donc elle l'a vécu pour de vrai, donc je comprends mieux la guerre d'Indochine, je comprends mieux tout ça, donc déjà ça change, c'est-à-dire c'est un ajout de culture personnelle formidable qui pousse à réfléchir, et donc dès qu'on réfléchit, on change un peu. En fait, cette BD, c'est devenu ma vie, et donc je pense que c'est quand même en ça qu'elle est vraiment exceptionnelle. Quand on me demande pour moi, quand on me demande quelle est ma BD préférée, c'est difficile pour moi de répondre parce que j'ai jamais fait une BD que j'avais pas envie de faire. J'ai quand même une chance extraordinaire dans ma vie. Mais celle-là, en tout cas, elle est carrément rentrée dans ma vie. Elle est devenue ma vie. Donc c'est pour ça que c'est important d'être là. Et je sais qu'un jour, ça va s'arrêter. J'essaye de pas anticiper. En même temps, il faut réfléchir à ce qui va arriver, comment on va s'organiser après le décès de Madeleine. On espère que c'est pas pour tout de suite. Mais oui, c'est sûr que ça va faire un deuxième choc. Donc voilà, tant qu'on est là, on en profite et c'est bien. Et justement, on fait tout ça aussi avec Madeleine. Et je peux pas dire pour Madeleine, mais on fait tout ça avec Madeleine parce que on veut pas regretter plus tard de pas l'avoir fait. C'est hyper important. Merci à Jean-David Morvan d'avoir été l'invité de cet épisode. J'ai écrit et incarné ce podcast. Il a été produit par Johanna Bondou pour le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême et parrainé par l'Institut René Goscinny. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le partager autour de vous. Adrien Leblond s'est occupé du montage et du mixage. Ève Boineau s'est chargée de la prise de son. Morgane Mabi est l'assistante de production.